Dans le crépuscule australien s'envole l'un des mammifères les plus prospères au monde. La chauve-souris. Elle constitue le plus grand ordre de mammifères après les rongeurs et ce sont les seuls capables de voler. Un groupe de chauves-souris, les renards volants, sont les plus grégaires de leur espèce. Ils vivent en de bruyantes communautés de dizaines de milliers d'individus. Ils passent leur temps à se nourrir, à se battre et à explorer une sexualité des plus torrides. On les trouve perchés dans les arbres à travers toute l'Australie, cette île continent qui abrite les animaux les plus étonnants et les plus fascinants au monde. Voici la vie secrète du renard volant. En plein cœur de l'immense ville de Sydney se trouve un véritable havre de verdure luxuriante, le Centennial Park. Dans les cimes de ces arbres, on dénombre environ 20 000 renards volants. On les appelle ainsi à cause de ce museau qui leur donne une apparence de renard. Ils font partie d'une espèce très ancienne. Des fossiles de leurs ancêtres ont été datés à près de 58 millions d'années. On trouve 4 types de renards volants en Australie. Ceux à la tête grise sont les plus répandus. On les reconnaît à leur col roux, et contrairement aux autres chauves-souris, à leur fourrure qui descend jusqu'aux pattes. Leurs ailes ont une envergure de plus d'1 mètre. Ce sont les plus grandes chauves-souris d'Australie. Ces mammifères aiment vivre serrés les uns contre les autres, bout d'aile contre bout d'aile, en groupes immenses, tout le long de la côte est de l'Australie. Des climats frais de Victoria dans le sud, jusqu'au tropical Queensland dans le nord. Où qu'elles aillent, ces chauves-souris sont extrêmement bruyantes. Leurs cris sont en réalité une forme de communication complexe. Plus de 30 cris différents de renards volants à tête grise ont été enregistrés. Devant se déplacer en fonction de la floraison des arbres pour la nourriture, ils savent très bien s'adapter. Ils peuvent vivre dans la forêt tropicale, sur des terres cultivées ou près des humains. Cette colonie vit en plein cœur d'une ville de la Nouvelle-Galles du Sud. Les renards volants s'adaptent tellement bien qu'ils sont habitués aux voitures passant près d'eux durant leur sommeil. Les humains ne les dérangent pas. Pour ces créatures, la tombée de la nuit est signe qu'il est temps de manger. Au crépuscule, elles s'envolent et partent à la recherche de nourriture.
La hauteur de leur vol varie en fonction de la topographie au sol. Mais en moyenne, elles maintiennent une altitude de 30 à 80 mètres. Elles volent à une vitesse de 20 à 40 km/h. La plupart des chauves-souris utilisent un sonar naturel appelé écholocalisation pour trouver des insectes. Mais les renards volants ne chassent pas de proies vivantes. Ils mangent des fruits et n'ont donc pas d'écolocalisation. Ils utilisent la vue. Ils ont de grands yeux particulièrement efficaces pour reconnaître les couleurs de nuit. Couplés avec un très bon odorat, cela leur permet de repérer les fruits comestibles et les fleurs. Les chauves-souris ont trouvé leur mets favori, la fleur d'eucalyptus. C'est un des arbres les plus répandus d'Australie. Appelé gum trees par les locaux, il se diversifie en des centaines de variétés différentes. Ces fleurs sont riches en nectar. Les renards volants en raffolent. Ce ne sont pas les seuls animaux venant se nourrir à la tombée de la nuit. L'Australie a même une vie nocturne très active. Les wombats et les opossums d'Australie sont nocturnes, tout comme les quokkas, des petits marsupiaux. Tous se nourrissent principalement la nuit. Les manchots pygmées pêchent de jour. La nuit est consacrée à la socialisation. En revanche, pour les renards volants, la nuit est consacrée au repas. Ils ont une digestion très rapide. En une nuit, ils peuvent ingérer 2,5 fois leur masse corporelle. Ils peuvent ainsi emmagasiner assez de protéines malgré un régime de fruits. Leur morphologie est adaptée à leur régime alimentaire. Le palais des renards volants est très strié pour pouvoir broyer les fruits avec leur langue. Ils peuvent avaler une grande quantité de nourriture rapidement en aspirant le nectar des fleurs ou en mâchant des fruits. Les renards volants participent à l'expansion des arbres et des plantes. La plupart des arbres se reproduisent en projetant le pollen et les graines qui contiennent leur matériel génétique. Le vent, les insectes ou autres animaux éparpillent ce matériel et assurent leur progéniture. La nourriture met entre 12 et 24 minutes pour traverser l'appareil digestif des renards volants. Le temps qu'ils expulsent le pollen et les graines, ils se sont déjà envolés, donnant ainsi à la plante une nouvelle zone où prospérer. Le soleil se lève au Centennial Park de Sydney. Les renards volants reviennent de leur quête de nourriture pour retourner tranquillement dans leur camp. Ces camps sont très importants pour eux. Ils y viennent pour se reposer après s'être nourris, trouver un partenaire, faire des petits, mettre bas en sécurité et se disputer avec les voisins. Au sein d'une même zone géographique, ils restent généralement fidèles à leur camp. Un camp pour l'été et un autre pour l'hiver. Les renards volants portent leurs petits pendant l'hiver et les élèvent au camp d'été avant de s'accoupler à nouveau. Dans les zones rurales de la Nouvelle-Galles du Sud, à 200 km au nord de Sydney, près de la ville de Muswellbrook, vit une colonie bien plus grande, comptant près de 40 000 chauves-souris.
Les renards volants aiment que leur camp soit surchargé. Musselbrook ne déroge pas à la règle. La colonie occupe chaque arbre, chaque plante grimpante ou arbuste disponible. La place est chère dans ces arbres. Chaque renard volant retournant au camp a très peu de place pour se percher. Et leurs ailes de grande envergure ne rendent pas aisée la manœuvre d'atterrissage. Ils doivent visualiser l'endroit où s'accrocher et ralentir en utilisant leurs ailes selon des angles différents, comme les volets d'un avion. Ils font du surplace pour s'insérer dans leur emplacement. Les renards volants doivent développer leur adresse en vol. Les jeunes, moins expérimentés, vont souvent s'écraser contre les branches et déchirer leurs ailes. Ces ailes sont composées de tissus vivants. Les petites déchirures pourront guérir, mais les grands trous peuvent les gêner pour voler et se nourrir. De telles manœuvres sont possibles grâce à la morphologie de leurs ailes. Ces ailes semi-transparentes sont faites de 2 couches de peau imberbe tendues entre les 5 doigts de leur patte avant. Entre les 2 couches de peau se trouve une fine membrane de tissu conjonctif contenant les vaisseaux sanguins, les nerfs et les fibres d'élastine. Pour une meilleure aérodynamique, les ailes des renards volants doivent être assez résistantes pour ne pas se déchirer en vol, tout en restant assez flexibles pour pouvoir s'enrouler dedans la journée. Ceci est possible grâce à l'élastine, qui renforce la membrane des ailes. Elles sont cruciales pour décoller, voler et se nourrir. La survie chez le renard volant dépend donc d'une forme physique exemplaire. Chaque jour, ils consacrent un certain temps à l'entretien de leurs ailes, nettoyant chaque centimètre de leur surface. Les ailes des renards volants ne leur servent pas qu'à voler. Les membranes s'étendent sur un squelette ressemblant à une main humaine très allongée, équipée d'un pouce. Et tout comme les pouces humains, ils peuvent se révéler très utiles. Ils s'en servent comme d'un crochet et peuvent ainsi escalader. Ils aident le renard volant à grimper aux arbres, dans le cas où la position choisie exigerait une manœuvre de vol trop dangereuse. Ces pouces peuvent aussi leur servir à attaquer. Ils ont une griffe très aiguisée, ce qui en fait l'arme parfaite pour défendre leur perchoir. Ils passent d'ailleurs leur temps à se battre pour se faire une place.
C'est durant leur repos diurne que se dévoile toute leur organisation. Pour l'homme, tous les arbres se ressemblent. Mais pour les renards volants, chaque centimètre de chaque branche a son enjeu social. Il y a une hiérarchie au sein du camp. Les mâles vont montrer leur dominance en défendant les meilleurs emplacements. Les places au frais et en hauteur, en plein centre du camp, sont les plus convoitées et donc les plus chères sur le marché. Si un mâle parvient à en faire son territoire, il montera en grade. Et les femelles seront plus attirées par lui. Une fois que le mâle aura revendiqué un tel emplacement, il devra le défendre, vigoureusement. C'est à l'automne que cette promiscuité peut s'avérer avantageuse. C'est la saison des amours. Et les mâles les plus prisés seront ceux qui auront travaillé dur pour acquérir un rang social élevé de par leur position dans l'arbre. Ce mâle adulte s'est emparé d'un perchoir de choix à la cime d'un des meilleurs arbres. Il montre ainsi sa force de domination et sa supériorité aux femelles. Le mode de reproduction du renard volant à tête grise est dénommé lek. La femelle décide avec quel mâle s'accoupler en fonction de son statut social dans le camp. Meilleur est l'emplacement du mâle, meilleur devrait être son matériel génétique, en théorie. Cette femelle a choisi un des mâles dominants comme partenaire sexuel. Elle quitte son perchoir pour aller le retrouver sur sa branche. Mais elle n'est pas la seule. D'autres femelles ont choisi ce mâle comme partenaire. Il aura donc un harem formé de 5 femelles durant cette saison. Le mâle se lance alors dans une exploration olfactive de la femelle. La femelle accepte ses attentions. S'ensuit un toilettage mutuel qui peut durer une demi-heure. Après une séduction relativement longue, l'acte en lui-même est très bref. Là encore, l'épouse se révèle pratique. La femelle ne semble pas apprécier les ébats. Elle a pourtant grimpé jusque-là dans l'unique but d'être avec ce mâle. Et ils copuleront au moins 4 fois par heure pendant plusieurs jours. Pour les autres mâles non dominants, la reproduction n'est jamais garantie. Ils n'ont pas été assez forts ou dominants pour gagner une place centrale dans la colonie et n'ont pas atteint la cime des arbres. Vivant en marge du camp, dans les endroits moins prisés, ils ont peu de chances de trouver une partenaire. Ils devront donc travailler dur pour trouver une femelle parmi celles ayant choisi de ne pas rejoindre un mâle dominant. Les raisons pour lesquelles une femelle accepte un mâle non dominant restent inconnues. Ce mâle est parvenu à trouver une femelle malgré son rang social. Les chauves-souris, n'adoptant pas le système de harem, sont souvent monogames. Ces deux resteront ensemble durant toute la saison.
Ce jeune mâle non dominant n'est pas parvenu à s'accoupler. Et il n'a pas le privilège d'attendre qu'une femelle vienne à lui. Il va donc devoir tenter sa chance et séduire toutes les femelles qu'il pourra trouver. Il utilise ses griffes pour grimper dans l'arbre et aller à la rencontre des femelles. Le jeune mâle explore le terrain, rencontrant plusieurs femelles sur son trajet. Ses chances de s'accoupler dépendent entièrement des femelles. Elles signalent leur désintérêt en l'ignorant complètement, en s'enfuyant ou en utilisant leurs propres griffes pour se faire comprendre. Mais notre Don Juan ne se laisse pas abattre. Il parcourt l'arbre avec acharnement, reniflant les femelles pour voir si elles lui rendent l'appareil avant de passer au toilettage. Le mâle persévère, en vain. Mais il est vital pour la survie de la colonie que tous ses membres se reproduisent. Bien que ces groupes semblent immenses, les renards volants sont considérés comme menacés. Chaque année, des milliers sont abattus, meurent dans des incendies ou bien succombent à la sécheresse. Les chauves-souris mâles doivent donc persister. Et notre ami trouve enfin une partenaire intéressée pour s'accoupler. La saison des amours est une période très active pour les renards volants. Ils se nourrissent chaque nuit et retournent chaque jour au camp pour se reproduire. Cette période s'arrête à l'arrivée de l'hiver. Les femelles fécondées passent alors les 6 mois suivants plus tranquillement. Alors que le soleil se lève dans le ciel, il est temps de se préparer à dormir. Ces chauves-souris aiment vivre serrées les unes contre les autres. Au moment de dormir, il est donc difficile de s'entendre dans tous les sens du terme. C'est le moment idéal pour elles de faire leurs besoins. Pour cela, il faut qu'elles se remettent à l'endroit. Elles nichent généralement à 16 km de là où elles se nourrissent. En transportant le pollen dans leur fourrure et les graines dans leur matière fécale, elles permettent aux arbres de proliférer. Avant de s'endormir, le renard volant a beaucoup à faire. Il doit se percher sans accroc, bien s'occuper de ses ailes, défendre son emplacement face aux assaillants et faire ses besoins. Mais il doit aussi réchauffer son corps à la bonne température. Comme les humains, les renards volants doivent réguler leur température corporelle, la chaleur idéale étant comprise entre 35 et 40 degrés Celsius.
Dans le rude climat australien, ce n'est pas toujours facile. Leurs ailes leur sont d'une grande aide. Les vaisseaux sanguins qui parcourent la membrane des ailes aident à la thermorégulation de l'animal. En étirant complètement leurs ailes, ils peuvent à la fois se montrer et chauffer au soleil. Les jours de chaleur, ils peuvent s'en servir comme éventail. Par jour de froid, ils s'enroulent dedans pour conserver la chaleur corporelle. Avec une telle envergure, leurs ailes font une bonne couverture ou un bon manteau par temps pluvieux. Une fois confortablement installés, il est temps de dormir un peu. Mais pour un animal qui dort la tête en bas, il faut être absolument certain, avant de s'endormir, qu'on ne puisse pas tomber de son perchoir. Les renards volants se sont formidablement adaptés à leur vie sans dessus-dessous. Leurs pattes ont un système de sécurité. Lorsqu'ils s'accrochent à une branche, les muscles de leurs pattes se contractent pour appuyer fortement sur l'orteil. C'est un système de cliquet qui maintient l'orteil en place, exerçant une prise très puissante. Le renard volant peut donc dormir tranquille, et même par vent fort. Une autre adaptation leur permet de plier leurs pattes arrière dans les deux sens, en avant et en arrière. Ils peuvent donc changer de direction sans lâcher prise. Ceci est possible grâce à leur fémur tordu et à leur rotule quasi absente, leur conférant plus de liberté de mouvement au niveau du genou. Une autre modification essentielle leur permet de rester longtemps à l'envers. Leur système cardiovasculaire. Les humains ne seraient pas capables de passer autant de temps la tête en bas. Le sang s'amoncellerait à des endroits où il ne devrait pas, comme les poumons ou la tête. Bien que les chauves-souris aient un système cardiovasculaire typique des mammifères, ils ont un cœur étonnamment large. Comparé à leur poids, leur cœur est au moins 2 fois plus gros que celui d'autres mammifères de taille similaire. Ce gros cœur permet au sang de circuler sans qu'il n'inonde le cerveau. Les renards volants passent leur temps la tête en bas pour se reposer. Ils peuvent dormir ou simplement prendre le soleil. Ils vont donc se reposer et somnoler toute la journée sur leur perchoir. Mais étant la proie des aigles ou des pitons, ils restent conscients et sont attentifs à ce qu'il se passe autour. Au cœur de Sydney, dans le Centennial Park, le repos diurne des renards volants est perturbé par des visiteurs aériens. Des cacatoès noirs sont en vue. Ils font à peu près la même taille que les renards volants et sont tout aussi bruyants.
Les cacatoès harcèlent les renards volants. Ils veulent sûrement les chasser de leur perchoir pour pouvoir se mettre à leur place. Finalement, les cacatoès passent leur chemin. Les renards volants peuvent retourner, après quelques chamailleries, à leur sieste. Dans le camp de Musselbrook, la paix et la tranquillité est perturbée par l'arrivée d'un monstre de métal. Les renards volants ont choisi d'installer leur camp ici. Mais le bruit du train les dérange. Ils prennent donc leur envol, ce qui est inhabituel en journée. Retrouver ensuite la tranquillité leur prend du temps. Alors que le soleil se couche, les renards volants sont éveillés et agités. Il est temps pour eux de quitter à nouveau le camp et de s'envoler pour leur casse-croûte nocturne. Le système de blocage de leurs pattes leur a permis de rester la tête en bas sans danger durant toute la journée. À présent, il est temps de lâcher prise. Pour débloquer leurs pattes bien agrippées, ils doivent battre des ailes jusqu'à se retrouver à l'horizontale. Leur corps ne pèse alors plus sur leurs pattes et ils peuvent se dégager de la branche. C'est un coup à prendre. Et les moins expérimentés peuvent avoir du mal à se dégager. Cette expédition nocturne est appelée émergence. Tout est une question de timing. En fonction des fleurs ou des fruits disponibles, les chauves-souris peuvent parcourir jusqu'à 40 km. Celles qui partent en premier auront donc de meilleures chances de trouver des fruits rapidement. Mais elles prennent aussi le risque de se faire attraper par des prédateurs, comme des milans ou des aigles. Au final, ce sont souvent des femelles en mauvaise condition physique qui partent en premier. Ce sont les plus affamées. Elles sont prêtes à prendre le risque. Comme pour l'accouplement, le moment de l'émergence pour les mâles dépend de leur statut social. Durant la période des amours, un renard volant détenant un harem ne quittera son perchoir qu'une fois la dernière femelle partie, pour éviter qu'elle ne se fasse accaparer par un renard volant d'un rang plus bas. Si les mâles non dominants n'ont pas de telles intentions, ils partiront en même temps que les femelles.
Mais au final, ils prennent tous leur envol. Alors que les jours s'allongent à l'approche du printemps, les femelles sont déjà enceintes de 6 mois et se préparent à mettre bas. Lorsque le moment approche, elles s'isolent loin des mâles. L'accouchement a lieu durant le printemps australien, entre septembre et novembre. C'est en pleine journée que les renards volants mettent bas à même leur perchoir. Le bébé sort la tête la première et reste dans les ailes de sa mère. Le petit tète au creux de son aile. Elle va l'allaiter pendant au moins 6 mois après l'accouchement. Les bébés chauves-souris ne peuvent pas réguler leur température corporelle. Il faut qu'ils restent au plus près de leur mère. S'il fait trop froid, elle peut enrouler ses ailes autour de lui. Les jours de grande chaleur, elle peut le rafraîchir en battant de l'aile. Le bébé va rester accroché à sa mère pendant ses 2 ou 3 premières semaines de vie. Une excroissance crochue sur son orteil lui permet de bien s'agripper à sa fourrure. La prise doit être ferme. Durant les premières semaines, sa mère va l'emmener partout. Elle part même à la recherche de nourriture, le bébé accroché à elle pendant le vol. Après environ 3 semaines, le petit devient trop lourd pour être porté. Elle le laisse donc dans une garderie au milieu du camp avec les autres bébés, lors de ses échappées nocturnes. Il est sevré au bout de 12 semaines et apprend à voler à peu près à cette période. Mais il va encore rester près de sa mère pendant 5 ou 6 mois. Les renards volants ont généralement un bébé par an. Ce lent accroissement de la population rend cette espèce vulnérable aux aléas de la nature, comme les incendies, la canicule ou la sécheresse. Des colonies entières ont été décimées. L'hiver, il y a également un grand taux de mortalité chez les jeunes chauves-souris de moins d'1 an. Surtout lorsqu'elles doivent parcourir de longues distances pour trouver à manger. Apprendre à trouver la bonne nourriture est vital pour les jeunes chauves-souris. Se tromper peut être fatal.
Les bébés de Musselbrook ont maintenant 9 mois. Ils ont quitté leur mère et ils se sont installés ensemble aux frontières du camp. C'est une sorte de camp d'entraînement pour bébés. Ils y apprennent à exceller dans l'art de la chamaillerie et affrontent la dure réalité d'une vie sociale hiérarchisée. Ils comprennent comment grimper et se répartir sur les branches. Ils s'entraînent également au vol et à la manière de se poser. Ils font l'expérience de terrains demandant plus d'agilité, comme les roselières sous les arbres. Les renards volants campent souvent près de grands points d'eau, comme les lacs ou les rivières. Se situer ainsi près d'un point géographique de ce genre leur permet de mieux se repérer dans la zone. Mais dans le nord de l'Australie, les prédateurs aquatiques sont également un danger. Surtout concernant les petits ne sachant pas bien grimper. Les crocodiles dévorent tous les renards volants qui s'approchent de trop près. Les jeunes doivent donc rester vigilants. Les petits maîtrisent les bases au printemps ou en été. Puis arrive le froid. Alors que l'automne et l'hiver approchent autour de mars et avril, ce ne sont pas encore de grands aviateurs, mais ils peuvent voler. Il est temps pour la colonie d'aller vers le nord, dans leur camp d'hiver. Les chauves-souris, telles que ces renards volants, sont une espèce en danger. Elles jouent un rôle clé dans l'écosystème des lieux qu'elles habitent à travers le monde. Sans ces touffes de poils volantes, la pollinisation et la dispersion des graines de plusieurs espèces d'arbres seraient compromises. Que ce soit en pleine ville ou en pleine campagne, ces animaux ailés sont vitaux pour faire perdurer la beauté et la diversité du paysage australien, aussi bruyant soit-il.